C'est parti? Très bien. Madame la chef du service des musées de France, Madame la chargée de mission musée au département des relations entre sciences et société, Monsieur le vice-président de l'Association des conservateurs des musées des Hauts-de-France, Madame la présidente de l'AGCCPF, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs. C'est avec une grande émotion que j'accueille aujourd'hui au Louvre-Lens, au nom de Marie Lavandier, sa directrice, qui ne peut malheureusement pas être parmi nous, ce colloque voulu pour célébrer le centenaire de l'Association générale des conservateurs des collections publiques de France, créée en 1922 et reconnue d'utilité publique depuis 1932. Je suis, depuis septembre 2020, l'administrateur général de l'établissement public de coopération culturelle qu'est le musée du Louvre-Lens, donc composé des collectivités territoriales, au premier rang desquelles la région, du Louvre, évidemment, et de l'État. Si j'appartiens à un autre cadre d'emploi de la fonction publique territoriale, celui des administrateurs territoriaux, que le vôtre, j'ai fait le choix, frappé au moment de la crise sanitaire par la fermeture des musées, de me mettre au service d'un service public que je considère essentiel, celui des musées. Un service public qui s'inscrit notamment ici dans des questions d'égalité d'accès du public au service public, ou encore dans les questions d'aménagement équilibré du territoire. Je suis donc très sensible aux questions que vous allez évoquer au cours de votre colloque. Si vous n'avez pas ce matin le meilleur élément de l'équipe de direction du musée du Louvre-Lens, vous avez au moins le plus valide, avec Juliette Guéprat, qui participera demain à une table ronde, et avec Hélène Bouillon, qui sort tout juste de son isolement. L'équipe de direction est frappée par la 8e vague, et notamment sa directrice. Alors, votre colloque est porté collectivement par l'association, et notamment par Monsieur Vital, par les 6 groupes de travail et par la section régionale Hauts-de-France, dont je veux saluer le travail et l'engagement. Je tiens à remercier les organisateurs, au nom de Marie Lavandier et des équipes du musée, très chaleureusement, d'avoir choisi le Louvre-Lens comme lieu d'accueil et d'inspiration peut-être pour ce colloque, qui a quelque chose de singulier, puisqu'il a à la fois la force du collectif et celle de multiples anniversaires qui se télescopent en cette année 2022. On doit bien l'avouer, on commence à s'y connaître un petit peu en anniversaire cette année au Louvre-Lens, puisque, oui, évidemment, l'AGCCPF fête son 100e anniversaire, vénérable association. La loi musée a 20 ans. L'inscription du bassin minier sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO à 10 ans. Et puis, le jeune Louvre-Lens, le encore adolescent, même pas, Louvre-Lens, soufflera en décembre ses 10 bougies et organise, pour célébrer cet événement, une exposition événement dans le cadre du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes en 1822 par, évidemment, Jean-François Champollion. Vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure, ce soir, avec Hélène Bouillon, donc notre directrice en charge de la conservation des expositions et des éditions, à nouveau opérationnelle tout à l'heure. Ce colloque a notamment pour ambition de tracer des perspectives d'avenir pour les institutions muséales. J'aimerais vous dire que vous êtes certainement au bon endroit. Le Louvre-Lens avait dès l'origine, dès sa création, pour objectif premier de permettre l'accès au plus grand nombre à l'art et d'exposer les collections nationales hors de Paris. On ne remerciera jamais assez le musée du Louvre d'être à nos côtés, permettant aux habitants de regarder, comme le scribe en ce moment, les chefs-d'œuvre les yeux dans les yeux. Le projet n'était pas de faire un autre Louvre, un petit Louvre ou une antenne du Louvre, mais bien de faire un Louvre autrement, un musée qui répond à sa vocation universelle en s'adressant à tous et à toutes, qui déploie ses efforts pour toucher ceux et celles pour qui le musée, notamment dans ce territoire, ne va pas de soi. Cela se cristallise évidemment dans la Galerie du Temps, qui offre à voir 5000 ans d'histoire d'un seul regard, de manière totalement décloisonnée, dans une écriture de l'histoire de l'art qui est très renouvelée, très fluide.
Depuis 10 ans, nous avons été pensés comme un laboratoire muséal par le Louvre. Pour illustrer mon propos, je voudrais juste citer quelques actions, sans être trop long, engagées d'ici cette fin d'année. Aujourd'hui même, sillonne le territoire du département du Pas-de-Calais un égyptobus, un lieu d'éducation artistique et culturelle et un lieu de médiation dans le carpodium du département du Pas-de-Calais, avec les équipes de médiation du musée. Début décembre, nous inaugurerons une exposition participative dont tout, de son propos à sa scénographie et à ses dispositifs de médiation, a été imaginé, construit, pensé avec et par des jeunes du territoire, et notamment des jeunes en situation de décrochage scolaire. Et puis, enfin, très prochainement, pendant les vacances scolaires, les équipes du musée s'installeront dans 2 centres commerciaux, à Lille et à Noyelles-Godault, grand centre commercial du bassin minier, pour des actions de médiation autour de l'Égypte, évidemment, thématique de notre exposition de fin d'année. Voilà, puisse le projet du Louvre-Lens, tel que nous le portons, tel qu'il s'incarne dans les quelques actions que je viens d'évoquer, avec sa simplicité, avec sa convivialité, avec son ambition aussi culturelle et politique, vous soutenir dans vos travaux. Et je vous souhaite un excellent colloque à tous et à toutes. Merci. Bonjour à tous, chers collègues, chers amis. Florentin Gobier, donc directeur du musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru, dans le sud de l'Oise, et vice-président de la section fédérée de l'Association générale des conservateurs des Hauts-de-France. La GCCPF, effectivement, c'est aussi des sections fédérées dans les régions qui rassemblent les professionnels de territoire. Pour les Hauts-de-France, cette fameuse région des musées telle qu'on la connaît, c'est près de 90 musées de France qui procèdent aujourd'hui de la fusion en 2016 de 2 anciennes sections fédérées, la section du Nord-Pas-de-Calais, fondée en 1975, et celle de Picardie, fondée en 1979, au riche héritage, dont l'un, évidemment, des plus célèbres est sans doute son site Muse-Nord, qui par effet de métonymie est devenu presque le nom de l'association dans les Hauts-de-France. Ce site pionnier des bases de collection, dont le travail remonte aux années 80, amène en 1997 à sa création et est aujourd'hui la véritable porte numérique des collections, rassemblant plus de 40 000 notices, 55 000 images d'objets de près de 60 musées des Hauts-de-France. Mène également des expositions virtuelles, dont la prochaine sera œuvres recherchant propriétaires, les collections des MNR en Hauts-de-France. Soutenue par l'État, ici représenté par la chef du service des musées de France, mais également par le conseil régional, l'association mène des opérations thématiques d'envergure. Je citerai par exemple Heures italiennes en 2016-2017, Napoléon dans les Hauts-de-France en 2017-2018, ou plus récemment Muséosciences entre 2019 et aujourd'hui, avec une exposition qui vient de clôturer cet ensemble au musée des Beaux-Arts d'Amiens. Ce sont ces événements qui sont des points d'appui pour les travaux menés par les musées sur leurs collections, sur les collections, sur la conservation, sur les publics, sur la médiation. Avec des projets innovants, je citerai par exemple le projet Guerre et Paix pour accompagner le temps fort régional autour du centenaire de la Première Guerre mondiale, avec le projet Œuvres disparues en temps de guerre dans les musées des Hauts-de-France, qui a mis en place une méthodologie de travail innovante et inédite, portée par des collègues, qui se poursuit encore aujourd'hui à travers une base de données et un programme de formation professionnelle à l'Institut national du patrimoine, qui s'est déroulé à Douai en 2019, avec un partenariat avec l'association. L'idée du faire ensemble est le lien le plus important de cette association, à travers sa section fédérée, à travers tous les professionnels de musée qui la composent. C'est une capacité d'entraide qui est développée entre petites et grandes institutions du territoire et qui fait la véritable force de cet outil associatif. Je citerai à titre d'exemple un kit de conservation préventive qui est partagé entre l'ensemble des collègues des Hauts-de-France et
agréablement et aimablement portée par nos collègues du musée d'Arras, mais c'est également la maîtrise d'ouvrage portée par l'association pour le dépôt des dossiers au titre du Programme national de numérisation et de valorisation des contenus culturels depuis 2018, où chaque année, l'association dépose un dossier pour un certain nombre de musées candidats, ce qui a permis de mener, depuis 2018, près d'une cinquantaine de campagnes de prise de vue, plus de 10 000 objets numérisés et près d'une trentaine de musées bénéficiaires qui, sans ce portage collectif, ne pourraient pas forcément, avec des équipes parfois très réduites, mettre en place ces campagnes. Je terminerai cette courte présentation en disant évidemment que nous suivons cet adage « Seul on va plus vite et ensemble on va plus loin ». Bien, bonjour à tous. Je vois que les grèves ne vous ont pas trop empêché de venir malgré tout. On en attend beaucoup d'autres dans la journée. Je remercie M. Gaillard qui représentait Marie Lavandier, qui malheureusement, comme vous l'avez souligné, n'est pas avec nous aujourd'hui et le regrette apparemment vraiment beaucoup. Merci donc à cette région Hauts-de-France de nous recevoir à travers le musée du Louvre-Lens. Merci à la section régionale qui est pour nous une des plus dynamiques à l'origine dans son histoire, d'où la raison de notre présence ici. Nous avions choisi cette région pour cette raison-là, ce qui ne veut pas dire que les autres régions qui représentent la GCPF ne sont pas dynamiques, comme il y a quelques présidents dans l'Assemblée, bien entendu. Merci à nos collègues aussi du conseil d'administration qui ont participé fortement, ainsi que les membres de la GCPF en général, à la mise en place de ces journées assez lourdes sur trois jours. Donc pour moi, c'est un grand honneur aujourd'hui de fêter le centenaire en tant que présidente. Je pense pour nos collègues du conseil d'administration également. Nous aurons parmi nous quelques anciens présidents de la GCPF qui seront là pendant ces 3 journées et qui nous évoqueront des moments forts de cette association, puisque vous savez que ce colloque est partagé quelque part entre 2 parties, une partie rétrospective et une partie plus prospective. Donc c'était important pour nous d'entendre l'histoire de l'association dans les premiers moments des premières journées, et puis de passer quand même à un moment un peu dynamique et jeune à travers les membres d'aujourd'hui et de parler de l'avenir, bien entendu. Donc l'association, vous l'avez dit, Monsieur Gaillard, a été créée effectivement en 2021-2022, 1921-1922, excusez-moi, c'est l'émotion, et a été reconnue bien sûr d'utilité publique, vous l'avez dit également, en 1932. On a créé nos sections régionales appelées fédérées à l'époque dans les années 70. Et très vite, on a vu que les collègues conservateurs sont venus dans cette association qui était assez seule à l'époque, pas la seule, mais une des associations professionnelles importantes à l'époque. Et on y a rencontré des noms très célèbres, Georges-Henri Rivière parmi d'autres, mais on pourrait en citer beaucoup, notamment des directeurs aussi des musées de France ou des collègues des sciences naturelles ou des sciences et techniques très présents dans cette association dès l'origine et qui probablement ont marqué nos générations lors de nos formations dans ce métier. Donc l'association, elle a joué un rôle extrêmement important avec ces journées d'études thématiques qui étaient organisées en France et qui ont permis des échanges réguliers et fructueux générés au niveau national. Et puis petit à petit, on s'est aussi ouvert au niveau international. Et quand en 1946, l'ICOM a été créé, nous avons organisé beaucoup de colloques communs qui nous ont permis de travailler de concert, tout en ayant chacun sa propre identité, bien entendu, sur beaucoup d'actions, comme on peut le voir quand on relit les bulletins de l'association dès son origine. Après la Seconde Guerre mondiale, on sait que la restructuration de l'administration française, les musées ont continué à se rénover, les conservateurs se sont professionnalisés, la GCCPF a participé activement au développement de la muséographie en initiant des journées d'études thématiques qui étaient liées aux nouveautés techniques pour améliorer la gestion et la conservation et la présentation des collections, mais aussi l'accueil du public.
Et enfin, nous rappelons que l'association a toujours eu pour objectif de défendre la profession et les métiers, ce qui va nous amener à se diversifier de plus en plus au cours du temps, étant donné que ces métiers vont se diversifier au cours du temps. L'association va jouer aussi un rôle important dans le fondement de nombreux textes juridiques, y compris la loi 2002. Vous avez vu qu'on a posé sur la table Mémo-Loi, qui a été une journée consacrée à la loi 2002, qui était un colloque où peut-être certains d'entre vous ont pu y assister, et à la demande de ces ministères, et en particulier, bien sûr, la direction des musées de France. Donc c'est aujourd'hui avec beaucoup de fierté que l'on commémore ces 100 ans, mais je voudrais quand même ajouter que nous restons dynamiques et pensons donc à l'avenir, même si nous avons 100 ans. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ouvert l'association à l'ensemble des professionnels des musées et des patrimoines publics de façon très large. Alors, comme on l'a fait en 2021, vous n'avez peut-être pas encore diffusé largement ou entendu ces aspects-là, mais vous l'entendrez beaucoup tout au cours de ces journées. Et nous espérons donc accueillir des membres de tout métier. Donc je remercie le président du Conseil régional des Hauts-de-France, je remercie M. Hilaire Multon, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui sera avec nous ces jours-ci, le directeur régional des affaires culturelles, pour son accueil et son soutien. Je remercie très chaleureusement aussi le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, représenté aujourd'hui ici par Anne Ivard, qui nous a apporté son soutien financier, car je rappelle l'intérêt porté à ce centenaire qu'ils nous ont manifesté et qui, dès 1922, attirait. On peut voir que les collègues des musées scientifiques et techniques et les collègues des musées artistiques travaillaient ensemble pour œuvrer au développement des musées et de leur mission. Donc nous sommes très flattés de vous avoir aujourd'hui. Et bien entendu, cet événement n'aurait pu avoir lieu sans le soutien aussi du ministère de la Culture, de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture. Et je remercie son directeur, Jean-François Hébert, qui dès le départ a encouragé et considéré l'importance de cette manifestation, mesuré son caractère exceptionnel. Nous avons bien sûr bénéficié de l'accompagnement de nos collègues du service des musées de France et je remercie chaleureusement aussi Madame Creff qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui, qui vient d'arriver comme chef du service des musées de France et qui s'est libérée pour venir pour ce centenaire et vraiment nous en sommes très 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 contents. Alors ce colloque, et je me dépêche pour laisser la parole à mes collègues parce que je pense que vous aurez envie d'entendre la suite. Nous avons élaboré les contenus de ce colloque en mélangeant, je dirais, des professionnels des patrimoines et des chercheurs qui ont accepté de nous rejoindre dans un petit comité scientifique, d'où ce côté à la fois rétrospectif et ce côté prospectif. Donc je remercie notamment Catherine Ballet, Blandine Chavannes, Dominique Poulot, Christophe Vital et bien d'autres collègues du conseil d'administration qui nous ont aidés à développer ces contenus. Alors un grand même remerciement à Christophe Vital, qui est administrateur et trésorier de la GCCPF, qui a organisé toutes ces journées d'un point de vue matériel avec l'ensemble des acteurs des Hauts-de-France, pardon. J'ai pas encore le Covid, mais je vois que je tousse un peu. Et je remercie aussi Alice Fleury, qui n'est peut-être pas là aujourd'hui, mais qui nous accueillera au Palais des Beaux-Arts de Lille avec Monsieur Gervaux. Et puis Laure Dallon, qui est représentée par Florentin pour la section Hauts-de-France. Et voilà. Merci à tous, aux intervenants et aux modérateurs présents également. Madame la chef du service des musées de France, Monsieur l'administrateur général du Louvre-Lens, Madame la présidente chère Catherine, Monsieur Gombier, Mesdames et Messieurs. 2002 est donc, vous l'avez tous rappelé, une année importante pour le patrimoine et plus particulièrement pour les musées. Nous sommes donc aujourd'hui réunis pour célébrer le 100e anniversaire de la première association professionnelle dédiée aux musées. C'est également le 20e anniversaire de la loi musée. Cette loi, comme vous le savez tous, a profondément fait évoluer les cadres législatifs et réglementaires, mais aussi l'interministériel pour la tutelle des musées et des professionnels. Elle peut peut-être en partie expliquer ma présence parmi vous aujourd'hui pour représenter le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Cette loi a notamment renouvelé le positionnement et le rôle du ministère que je représente dans le champ muséal et patrimonial. En effet, ce lien entre ce ministère, les musées et les institutions patrimoniales peut s'exprimer à travers plusieurs exemples. La tutelle et la co-tutelle exercées sur 5 musées nationaux. Il se concrétise également dans un appel à projet annuel dédié à la valorisation des collections scientifiques et patrimoniales. Il se matérialise enfin dans le développement, depuis une quinzaine d'années, de filières de recrutement d'ingénieurs et de personnel technique qui exercent leurs fonctions dans des établissements aussi variés que sont les universités, dont vous savez qu'elles conservent des collections publiques à caractère scientifique et patrimonial d'importance, et de grands établissements, à l'image du Collège de France, du Muséum national d'histoire naturelle, du Conservatoire national des arts et métiers ou de l'Observatoire de Paris, qui sont des hauts lieux de partage des savoirs et de valorisation du patrimoine. Cette filière comprend par exemple 44 emplois types allant des catégories A à C, et où vous retrouverez des métiers dédiés à la conservation et à la gestion des collections patrimoniales. Il y a donc quelques minutes, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche n'était peut-être pas celui qui vous venait à l'esprit quand vous pensiez valorisation du patrimoine, professionnalisation des métiers, par exemple, autour de la conservation. Et pourtant, un mouvement a été généré, je vous le disais, il y a plus d'une quinzaine d'années, en accompagnant notamment une professionnalisation. Ce n'est donc pas un hasard si nous avons décidé de soutenir ce colloque de l'AGCCPF. Ce soutien me permet de partager 2 convictions extrêmement importantes pour nous. La première est que les musées sont des lieux pionniers d'un dialogue original entre les sciences et la recherche et la société de l'autre. Ils sont à ce titre pleinement intégrés aux évolutions récentes de la politique en faveur d'une science avec et pour la société portée par le ministère. Ma deuxième conviction est que les musées sont des partenaires essentiels dans le cadre d'une recherche partenariale. Que serait un musée sans fondement scientifique, sans recherche sur ses collections, sans la figure historique du savant qui a souvent généré la création de musées? Partenaires scientifiques, les musées sont parfois même des lieux d'émergence de disciplines, comme par exemple la taxinomie, née de l'impérieuse nécessité de ranger, trier, classer pour comprendre tous ces objets accumulés et thésaurisés. Ils sont également des lieux de connaissance et d'innovation, comme l'illustre la révolution de la datation carbone ou le développement de la biologie moléculaire et toutes les sciences dites omiques qui ont réactivé les potentialités de recherche sur les collections. Si je fais mienne ces convictions, elles sont également au cœur de la politique portée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La récente loi de programmation de la recherche 2020-2030 a en effet fait du dialogue entre sciences, recherche et société un objectif prioritaire à la hauteur des enjeux sociétés qu'il porte, qui sont de nourrir le débat démocratique, appuyer les décisions politiques et permettre à chacun et chacune de comprendre le monde qui l'entoure et d'y prendre part. Ce socle de valeurs et d'engagement commun a depuis été traduit dans une feuille de route ministérielle dont l'ambition est de renforcer le pacte entre la science et la société, entre les scientifiques et les citoyens, en insufflant dans leurs relations plus de familiarité, de compréhension, de confiance et de réciprocité. Pour cela, le ministère s'appuie sur un réseau territorial et partenarial de sites labellisés, donc avec dite Science avec et pour la société, dans laquelle les institutions muséales et patrimoniales sont des acteurs incontournables, au regard de leur rôle historique, de leur ancrage territorial, tout autant que par les spécificités des dispositifs de médiation qu'ils proposent. Réussir à renouveler les conditions du dialogue entre sciences, recherche et société demande l'application de l'ensemble des acteurs individuels et collectifs. Cette ambition nécessite également une culture du partage et de l'engagement. Et c'est bien aussi cela que nous célébrons aujourd'hui à travers le centenaire de l'AGCCPF. Directement ou indirectement, nous avons tous ici en commun d'avoir bénéficié de cette transmission, de ces échanges si précieux dans une vie professionnelle. Et si vous m'autorisez un petit clin d'œil personnel, lors de ma thèse de doctorat, j'ai eu l'honneur et le grand bonheur d'être encadrée par 2 membres qui alors étaient extrêmement actifs dans votre association. Je voudrais ici saluer et remercier avec beaucoup d'émotion Jacques Maigret et Jean-Bernard Roy, qui étaient très très actifs, dont je crois Jacques a été président de votre association, pour leur générosité professionnelle et humaine. Et sans eux, je ne suis pas sûre que je serais aujourd'hui présente devant vous. Ça me permet aussi de saluer à travers eux tous les professionnels qui nous ont précédés et qui nous précéderont. La collégialité,
La collaboration et le partenariat sont des valeurs primordiales dès lors qu'on s'engage dans le monde des musées et du patrimoine. Et la GCCPF cultive ces valeurs et offre un cadre pour les renouveler et les pérenniser. Je voudrais enfin chaleureusement remercier Catherine Cuenca et Christophe Vital, porte-parole infatigable, convaincant et incontournable pour cette association et le monde des musées. Je vous souhaite à tous un très bon colloque. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse, très honorée aussi d'être parmi vous ce matin. C'était important pour moi d'être avec vous, je vous l'ai dit, Madame la Présidente, parce que c'est l'ouverture d'un colloque qui vient fêter, couronner 100 ans de vie d'une grande association, et j'en reparlerai, et d'une association qui rassemble en effet différentes professions au sein des musées et plus généralement en faveur des politiques patrimoniales. Alors je vous prie d'excuser l'absence de Jean-François Hébert, qui regrette de ne pouvoir être là, mais qui m'a demandé de vous réassurer de tout son soutien et de ses vœux les plus chaleureux pour ces journées de travail. L'organisation de cet événement, par le choix du lieu et par le choix de sa date, revêt une triple symbolique pour les musées de France. Ça a été déjà dit, mais je vais le redire, parce que l'année 2022 marque plusieurs anniversaires. Les 10 ans du Louvre-Lens, qui appartient à une nouvelle génération de musées, fruit d'une collaboration étroite entre l'État et les collectivités territoriales. Et je crois que c'est important de parler de ce partenariat. Ce musée est l'antenne décentralisée d'un très grand musée national, le Louvre, dont les réserves externalisées d'ailleurs se trouvent à proximité. Et il est l'illustration presque idéale, oserais-je dire, des politiques publiques menées au cours des 20 dernières années, par sa double ambition, une ambition scientifique forte, assumée, mais aussi une ambition de développement culturel sur un territoire. Le deuxième symbole, cette année marque les 20 ans de la loi sur les musées, loi du 4 janvier 2022, il faut qu'on se dépêche, c'est bientôt les 21 ans. Et plusieurs manifestations ont déjà célébré cette loi et cet anniversaire, et nous aurons encore l'occasion de fêter le 12 décembre prochain en organisant, avec la complicité du musée d'Orsay, une après-midi de réflexion résolument tournée vers l'avenir. En effet, aujourd'hui, les musées sont confrontés à des problématiques fortes. On parle beaucoup de la transition écologique, de la crise énergétique, des questions aussi de public et de fréquentation, et aussi des questions de vision patrimoniale, de musées partagés. Demain ouvre un grand colloque au musée à la Porte Dorée. Donc je crois que ce sont des problématiques évidemment dont nous devons nous emparer, et nous en parlerons lors de cette journée du 12 décembre. Et puis troisième symbole, et il s'agit du cœur du sujet qui nous occupe au cours de ces journées. 2022 marque le centenaire de l'Association nationale des conservateurs et des professionnels des musées et du patrimoine. Alors l'histoire centenaire de cette association, elle va être évoquée au cours de ces 3 journées. Et ces 3 journées sont tout d'abord d'une très grande richesse. Je souhaite saluer les organisateurs pour l'ambition qu'ils ont montrée dans la conception du programme. Lorsqu'on regarde ce programme, ce sont 100 ans de politique muséale qui vont être abordés, qu'il s'agisse de constitution des collections, de constitution aussi de filières professionnelles, mais également de questions de démocratisation, de politique des publics, qui reste un enjeu absolument majeur, et sans parler évidemment de l'action territoriale. S'il y a une chose que l'on peut souligner en ouverture de ces journées, c'est combien la collaboration entre les services de l'État,
qu'il s'agisse des services déconcentrés, les DRAC, ou de l'administration centrale et les associations professionnelles, est essentiel pour porter et mettre en œuvre les politiques publiques. Et je saisis cette occasion pour saluer les représentants d'autres associations, des DRAC, des élus, qui sont engagés dans le secteur culturel et qui viendront apporter leur contribution à ce colloque. Le service des musées de France est, comme vous le savez, très attentif aux relations avec les associations, qui constitue un relais fort et essentiel pour prolonger son action très concrètement. Je citerai évidemment l'ICOM, mais aussi la Fédération des écomusées et des musées de société, ou la Fédération française des sociétés d'amis de musées, qui jouent pleinement leur rôle en ce sens. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour saluer le rôle tout à fait fondamental qu'a joué l'AG-CCPF lors de la crise sanitaire. Ce n'est pas le seul secteur, les musées, dans lequel la filière professionnelle a joué ce rôle. En fait, on a pu maintenir un lien, on a pu maintenir nos politiques, on a pu aussi maintenir l'intervention du ministère de la Culture parce que tous les réseaux professionnels se sont mobilisés et le réseau des musées a été particulièrement exemplaire. Je crois que c'est toujours important de le redire. L'AG-CCPF est également une instance de dialogue et d'échange avec l'administration centrale et avec les DRAC à travers ses sections régionales, ici représentées en Hauts-de-France. Elle permet au ministère de la Culture d'être au plus près des professionnels, de leurs questionnements, de leurs suggestions aussi, de leurs problématiques de métier, des questions de parcours professionnel, comme des grands enjeux de politique publique, et il en sera question au cours de ces 3 jours. Je voudrais aussi saluer l'important travail d'observation et d'analyse effectué dans le cadre de la grande enquête nationale sur les musées lancée entre 2020 et 2022 et dont les premiers résultats ont commencé à être publiés. Enfin, et cela mérite d'être souligné dans un colloque qui se déroule en région, l'AG-CCPF est un interlocuteur précieux pour animer conjointement un large réseau de professionnels des musées français. Je voudrais citer à cet égard les différentes journées qui peuvent être organisées en collaboration. Les dernières journées nationales, par exemple, tenues en Auvergne-Rhône-Alpes en octobre 2021 sur le thème des musées et des territoires, quels enjeux, mais aussi tout un ensemble de formations ou de journées professionnelles sur les projets scientifiques et culturels, par exemple en Corse, toujours en octobre 2021, ou encore celles sur les musées comme les Fabriques des Savoirs au musée Narbeau-Viat de Narbonne les 6 et 7 avril 2022. Je ne saurais conclure sans vous souhaiter évidemment de très fructueux et riches travaux et en vous remerciant aussi de votre attention. Bien, bonjour à tous. Je vais très brièvement vous donner quelques informations sur le déroulement de ces journées. Je voudrais simplement dire que, évidemment, nous bravons beaucoup de défis en ce moment entre les grèves SNCF, les pompes à essence qui sont vides, et beaucoup dans cette région, je crois. Et puis une maladie qu'on voudrait bien voir disparaître parce qu'elle nous ennuie quand même beaucoup. Et les musées ont eu à en souffrir, mais j'espère qu'il n'y a pas de cluster ici. Mais j'ai des petites lingettes quand même qu'on m'a fait apporter pour nettoyer les micros, si vous le souhaitez. Alors, ce que je voudrais quand même vous dire pour vous rassurer, c'est que pour ceux qui ne peuvent pas être présents à ces journées, nous opérons pendant les 3 jours une captation vidéo. Donc l'ensemble sera donc filmé et enregistré. Et par conséquent, nous pourrons ensuite mettre en ligne donc la totalité de ce colloque. Donc ça, c'est important. On n'a pas voulu le dire au début parce que si on avait dit ça,
il n'y aurait personne ici parce que malheureusement, vous savez bien qu'aujourd'hui, comme après l'après-Covid, non mais c'est très difficile parce que les gens vous disent, et on a eu beaucoup d'interrogations là-dessus, ah mais on ne peut pas venir, mais est-ce qu'il ne serait pas possible d'assister via Internet, etc. Donc on le fait, mais après on l'annonce aujourd'hui. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, mais j'insiste quand même là-dessus, nous avons mis en place donc un formulaire à remplir, bien évidemment, pour tous les intervenants, pour qu'ils nous autorisent à le faire. Alors, une deuxième chose qui est extrêmement importante aussi, c'est que nous avons aussi, pour projet, bien sûr, comme à chaque fois, de publier un numéro, enfin ce sera sans doute d'ailleurs deux numéros de la revue Musées et collections publiques de France. C'est un peu comme les catalogues d'exposition, ça pérennise en fait un événement ponctuel, donc ça nous le ferons bien évidemment. Et pour le coup, j'en profite quand même pour faire un peu de publicité pour cette revue. Donc nous sortons beaucoup de numéros. Vous savez que la GCPF, pendant longtemps, nous avons 100 ans d'histoire, hein, donc nous avons quelquefois traîné des retards terribles de parution. Alors c'était pas bien parce que les abonnés n'étaient pas contents quand il y avait 2 ans de retard. Bien aujourd'hui, nous prenons de l'avance. Donc nous en publions 5 par an au lieu de 3. Donc nous avons, alors vous avez dû voir déjà au niveau de l'accueil, donc 2 numéros spéciaux parus dans le cadre du centenaire. Donc le premier qui est un recueil de tout ce qui concerne en fait les études, les rapports, etc. publiés sur les musées depuis 10 ans, hein, donc une bibliographie commentée. C'est pas mal ça pour les jeunes qui préparent des concours à mon avis. Et puis le deuxième numéro qui vient de sortir, là l'encre est toute fraîche parce que ça c'est arrivé hier, hein. Donc c'est un dernier numéro qui a été préparé par Rachel Suto et puis Catherine Ballet qui sont là, donc sur l'écosystème professionnel des musées. Et puis, vous avez aussi les dernières publications. Donc, il y a 2 numéros, en fait, sur les services des publics dans les musées. Donc, ça a donné lieu à des journées d'études que nous avons organisées. Et puis, également, donc ça, c'était sous la forme d'un webinaire. Et puis, nous avons également, c'est tout frais aussi parce que ça vient d'arriver, donc le numéro sur, ah non, c'est celui-là, sur les journées d'études nationales dont il a été question tout à l'heure, donc qui était organisé en Auvergne-Rhône-Alpes sur les musées et territoires, quels enjeux. Et pour finir, dans cette opération un peu marketing, le numéro sur les projets scientifiques et culturels, donc journée organisée en octobre dernier en Corse. Voilà, donc pour cette revue, j'insiste sur cette revue parce que c'est vrai que Musées et collections publiques de France, c'est une revue qui certainement est essentielle, c'est vraiment une référence pour le monde des musées, et elle existe depuis, on en reparlera d'ailleurs, hein, depuis 100 ans, hein, donc sous des formes diverses. Il y a 100 ans, elle était un peu plus modeste, un peu moins illustrée, et donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. On nous a souvent posé la question d'ailleurs de savoir si on ne la ferait pas de manière numérique. On dit non, on continue le papier. Mais il n'est pas impossible que nous puissions numériser les plus anciens des numéros. Donc ça, ce serait bien pour qu'ils puissent être accessibles en ligne sur Internet. Au niveau maintenant de l'organisation. Donc ce qui est très important, parce que nous avons des journées qui sont quand même, vous avez vu, très denses, hein, c'est surtout, et ça je demande aux intervenants, de respecter vos temps de parole. Il y aura des modérateurs qui seront là aussi pour tenir un petit peu l'horloge. Et puis moi, je serai derrière éventuellement pour sonner tirer la sonnette d'alarme si on dépasse. Parce que si on dépasse, après, ça posera beaucoup de problèmes. Nous avons aussi quelques modifications de programme. Donc, par rapport à celui qui vous a été distribué, ce sera annoncé au fil du temps, lors de ces 3 journées. En ce qui concerne, parce que c'est quand même important, les repas.
Donc, tous les repas, les déjeuners seront servis donc, ici, dans les musées, donc, que ce soit ici au Louvre-Lens et vendredi donc, au Palais des Beaux-Arts de Lille. Donc, vous pouvez évidemment tous participer à ces déjeuners qui sont servis sous forme de cocktails. Il y aura aussi des petites pauses pour se désaltérer dans l'après-midi. Et puis également, donc, ce soir, il y aura donc un dîner à 20h. Vous y êtes tous conviés, donc dans un lieu un peu curieux. Vous verrez, c'est une petite surprise. Ce n'est pas dans un musée, c'est quelque chose qui pourrait l'être. Le car viendra pour ceux qui sont notamment à l'hôtel Bollaret vous prendre. Donc on va arranger un transport donc, pour ce dîner. Donc convivial. En ce qui concerne le transport, donc je vous rappelle que demain, après le colloque, nous quitterons Lens donc pour Lille. Donc il y a un car à disposition. Par contre, je souhaite que vous fassiez connaître bien aujourd'hui, déjà auprès des jeunes à l'accueil, pour être sûr qu'on a suffisamment de place. Et puis si jamais il arrivait que nous n'en ayons pas, je sais qu'il y a une ou deux voitures, moi j'en ai une également, on pourrait faire quelques covoiturages complémentaires. En ce qui concerne maintenant votre badge, je vous demande de le garder pendant les 3 jours. C'est important pour que vous puissiez être repéré par les agents de sécurité dans les différents musées. Et c'est aussi important pour les visites. Donc vous savez que ce soir, nous aurons le plaisir d'être conduits par Hélène Bouillon donc pour sa belle exposition Champollion. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le Louvre-Lens, vous avez aussi la possibilité d'aller voir comme la Galerie du Temps. Ça, vous pourrez le faire éventuellement en vous privant d'une partie du déjeuner. C'est un cocktail debout, donc vous pouvez faire comme vous voulez. Ou éventuellement avant la fermeture à 18h. Mais donc, vous avez besoin évidemment du badge pour être repéré par les agents de sécurité. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, il y aura d'autres visites lors de ce déplacement. Il y en a eu hier pour ceux qui étaient arrivés. Donc, on a pu découvrir notamment le centre de conservation du Louvre, ce qui était un privilège parce qu'il n'est pas beaucoup ouvert, je pense, au public. Et à Lille, nous visiterons. Donc, ça, ce sera demain soir. Après donc, le transfert en car sur Lille, nous visiterons le Palais des Beaux-Arts avec 4 visites thématiques. Je pense que vous avez tous reçu le programme pour vous inscrire à ces différentes visites. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pourrez encore le faire aujourd'hui auprès de nos jeunes qui sont présents. Pour terminer, et puis je terminerai là. Vous voyez, c'est pas passionnant ce que je vous dis. Mais en fait, en ce qui concerne maintenant les liaisons Wi-Fi, vous avez la possibilité d'avoir la Wi-Fi ici. Sauf que moi, je ne suis pas arrivé, donc j'espère que... Donc, normalement, vous devez faire une connexion. Donc, quand vous machinez sur la Wi-Fi, vous voyez public-louvre-lens. Et ensuite, vous avez donc un identifiant qui est le suivant, en minuscule, AGCCPF 2022-10. AGCPF 2022-10. Et le mot de passe est AGCPF, mais A avec majuscule. C'est peut-être là, peut-être qu'il y a peut-être... Et ensuite, PF en majuscule également, 2022, @LL pour Louvre-Lens. Voilà. Donc, et si jamais ça ne marche pas, on verra avec la technique la raison pour laquelle ça ne marche pas. Ça n'a pas marché pour moi tout à l'heure. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite donc un excellent colloque. Donc, on va travailler... donc pendant ces 3 jours, comme ça a été dit, et moi c'est vrai organisé pas mal déjà de journées d'études. C'est vrai que ce qui est formidable, c'est à la fois évidemment tous les débats que nous aurons, toutes les interventions, mais aussi le fait que des professionnels puissent se retrouver. Nous avons des métiers un peu isolés finalement, donc c'est bien de pouvoir se rencontrer, se retrouver, échanger. Et je puis vous dire même par expérience
étant un peu une antiquité maintenant dans le cadre de ce centenaire, c'est qu'il y a eu beaucoup de projets qui sont nés dans le cours des journées d'études, des projets d'exposition, etc. Parce que évidemment on échange et puis les idées viennent au cours de ces journées. Donc je vous remercie et je vais donc laisser la parole au premier intervenant, donc Dominique Poulot, donc professeur des universités Paris 1er, Panthéon-Sorbonne, donc que j'invite à venir donc ici et qui nous a beaucoup soutenu. Je tiens véritablement à le remercier pour la préparation scientifique de ce colloque.